La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Espace Politique. Nous recevons aujourd'hui Maître Moussa Bocar Thiam. C'est le porte-parole adjoint du Parti Socialiste. Bonjour Maître. Bonjour Antoine. Nous devions avoir comme deuxième invité quelqu'un du Parti démocratique sénégalais, mais il n'est pas encore là. En attendant, nous allons commencer ce débat, sinon le faire carrément avec Maître Moussa Bocar Thiam. Alors, Maître, la première chose que nous allons aborder, c'est le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre envoyé à l'Assemblée nationale. Et dans l'exposé des motifs, on peut retenir ceci. En voulant imprimer un quinquennat, la marque d'une transformation publique coïncidant avec de nouvelles atteintes citoyennes, le niveau intermédiaire du Premier ministre qui reste administrativement celui du relais et de l'instruction s'est révélé comme celui devant faire l'objet d'une économie. Ce choix voudra à notre gouvernance publique le rapprochement du niveau de décision et de pilotage qui reste celui du président de la République et celui du niveau d'exécution restant celui des membres du gouvernement. En considérant ainsi la fonction primatoriale de transmission et d'animation gouvernementale, le président de la République se place dès lors au contact direct des niveaux d'application. Alors la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques n'en seront que plus bénéfiques et la célérité garantie. C'est pour atteindre cet objectif que le présent projet de révision instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé, avec notamment la suppression du poste de Premier ministre. Il en résulte un réajustement des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Alors, un commentaire, Maître Moussa Bocar Thiam, sur l'exposé des motifs. Oui, d'abord, je remercie tous les auditeurs de iRadio. Donc c'est un plaisir de partager avec vous effectivement le débat politique, politico-judiciaire, on peut dire. Tout à fait. Voilà, donc vous venez de lire l'exposé des motifs, qui traduit un peu la philosophie du président de la République après sa victoire du 24 février. Oui. Donc il a démontré effectivement que pour que son action soit beaucoup plus efficace et efficiente, il faut nécessairement que ce poste de Premier ministre soit supprimé dans la mesure où il a opté pour le fast track comme on dit. Il a opté pour une action efficace et rapide du fonctionnement même de l'administration. Donc je pense que c'est une nouvelle aventure. Oui. Une nouvelle aventure qui est totalement différente de la situation à l'époque quand Abdou Diouf supprimait le poste de Premier ministre. Quelle est la différence fondamentale entre les deux ? La différence c'est qu'en 1981, lorsque Abdou Diouf est venu au pouvoir, Moussa Wagna, je rappelle encore une fois, avait été Premier ministre pendant juste un mois, le temps que justement son poste soit supprimé. Alors, à l'époque, c'était lié au fait que le président de la République, Abdou Diouf, était Premier ministre, quasiment un dauphin du président Senghor depuis 1970, de 70 à 81. Donc, déjà, il a eu quand même 11 ans de dauphinat. Et donc, étant la pièce maîtresse du fonctionnement de l'État, par son histoire, par son fonctionnement, l'administration, donc il était fait normal qu'Abdou Diouf était avec toutes les compétences requises, était en fait un Premier ministre qui était président de la République en réalité. Parce qu'Abdou Diouf c'était un bon second, un bon administratif, en tant qu'il était gouverneur avant d'être Premier ministre en 1970. Tout à fait. Donc sa trajectoire politique n'était pas, on considère d'ailleurs qu'Abdou Diouf n'était pas tout à fait politicien. Donc c'était vraiment un administrateur civil devenu président de la République. Un Premier ministre devenu président de la République. Oui. Donc il connaissait bien la tâche et donc c'était pas tout à fait facile pour lui d'organiser effectivement ce travail-là. Donc, et puis pour des raisons aussi, on peut dire politiques, au PS à l'époque, les clivages, les différentes tendances. Alors c'est totalement différent aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un président de la République qui, durant son premier mandat, a lancé pas mal de projets d'urgence. Parce que le président Macky Sall, c'est le président de l'urgence. On peut voir que il y a projets de développement. Tous les projets de développement qu'il a eu à faire, il les a organisés dans le cadre d'un programme détaché des ministères
confier à un directeur du programme pour que le programme aille vite. Donc il a son souci, parce que le président Macky Sall était quand même Premier ministre de ce pays-là. Oui. Donc il connaît les tares de notre administration. Donc c'est parce que il a vu les résultats de tous ces projets qu'il a eu à faire, qui sont allés dans le cadre de programmes d'urgence comme le PUMA, le programme d'urgence sur les zones frontalières. Il y a le PUDC, Tout à fait. Programme développement communautaire. Nous avons également Promoville. Tous ces programmes, même la CMU, tous ces programmes, c'est des programmes d'urgence qu'il faut rapidement avoir des résultats. Et il a vu en confiant ces tâches-là à des personnes administrativement indépendantes du système de l'administration globale, des ministères et autres. Il a vu les résultats tout de suite. Oui, justement, il dit c'est pour plus d'efficacité dans l'administration publique. On sait que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. Est-ce que ça ne va pas faire plus de travail pour le président de la République avec les conséquences qu'on peut connaître, c'est-à-dire plus de travail, moins d'efficacité? Je Ça ne peut pas être une conséquence? Oui, c'est un risque. Ben, on ne peut pas dire que ce sera plus de travail parce que on va dire qu'on a un président plus impliqué, plus au chevet des dossiers, plus impliqué dans l'opérationnalité des dossiers. Concrètement, comment les dossiers avancent. Donc, il a un contact direct parce qu'en fait, au cours de son premier mandat, les ministres ne rendaient pas compte au président de la République. Ils rendaient compte au Premier ministre. Donc, le président de la République ne travaille pas avec les ministres. Il travaillait avec le président, avec le Premier ministre. Donc aujourd'hui, enlever cette barrière, cette échelle-là, c'est une manière de toucher le pool de tous les dossiers, de suivi direct, de contact direct entre le président de la République et ses ministres. Avec toute son influence. Toute son influence et sa vision. Les ministres à travailler. Voilà, pousser les ministres à plus travailler. Bon, les ministres déjà, je pense qu'ils ont obligation de travailler, même sans la obligation de travailler, mais souvent, il y avait peut-être quelques bisbilles. Il peut y avoir des bisbilles entre le Premier ministre et un ministre. Oui, mais surtout du point de vue c'est pas forcément le cas entre un ministre et un président de la République. Voilà, parce qu'il y a un lien de subordination qui est beaucoup plus clair. Oui, qui est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Plus exacerbé. Parce que c'est vrai que dans nos pratiques politiques, nous avons un dévouement en fait du poste de Premier ministre. Parce que l'article 42 de la Constitution dit que le président de la République détermine la politique de la nation. Ok, il nomme son Premier ministre qui met en place le gouvernement. Donc a priori, on pouvait penser que c'est le Premier ministre lui-même qui nomme son gouvernement. Mais dans la pratique, on voit que tout le monde est nommé par le président de la République. Oui, entre les principes et les faits. Et les faits. Oui. Dans les faits, et depuis toujours d'ailleurs, c'est le président de la République qui nomme à tous les postes civils et militaires. Il y a un texte qui le dit d'ailleurs de la Constitution. Oui. Et donc, ce qui fait que le lien de subordination est plus perceptible entre le président de la République et le ministre qu'entre le Premier ministre et un des ministres. Donc, en réalité, on dit souvent que le Premier ministre, c'est le premier des ministres. C'est juste le premier des ministres. Donc, le lien de subordination, moralement, peut-être psychologiquement ou bien même peut-être instinctivement, dans la pratique, les ministres ont tendance à devoir rendre compte effectivement au chef de l'État. Oui. Alors, désormais, le président de la République ne dispose plus du droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Effectivement. Et de la même manière, l'Assemblée nationale ne peut plus provoquer la démission du gouvernement par le vote de confiance ou d'une motion de censure. Il a enlevé un risque pour lui, mais il a aussi enlevé un risque pour l'Assemblée nationale. Oh, vous savez, on peut le comprendre ainsi, maître. Bon, on peut... Enfin, si on veut comprendre ce qui se passe, oui, il faut qu'on aille un peu vers les principes généraux du droit qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons la séparation des pouvoirs, la naissance même de la démocratie, avec la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est chargé d'exécuter les règlements et textes. Le pouvoir législatif est chargé de légiférer, de créer les lois, de les voter. Et le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui est une autorité en réalité pour arbitrer un peu les difficultés d'exécution qu'il y a entre la loi et son appropriation par les services administratifs. Bon, dans tous les pays du monde, nous avons deux régimes. Oui. Plusieurs régimes, en tout cas, soit un régime monarchique ou bien un régime comme on voit dans presque 90% des pays dans le monde aujourd'hui, soit un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est que c'est le Parlement lui-même, l'Assemblée nationale,
soit avec le Sénat, s'il y a le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui détient le pouvoir d'exécution de la vision du président de la République. Oui. Donc, d'ailleurs, le Premier ministre est toujours issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas à les mains liées. Il ne peut pas nommer un Premier ministre qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Et donc, quand on est dans ce cas de figure-là, comme en Grande-Bretagne, comme en France, donc nous sommes dans le cadre de régime parlementaire. Oui. Mais au Sénégal, nous avons un régime un peu hybride, une dualité. Nous avons d'une part aussi un régime présidentiel, qui est un régime présidentiel fort. C'est-à-dire un régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le président de la République a tous les pouvoirs. Il nomme à tous les emplois civils et politiques. Il y a une séparation stricte des pouvoirs. Le pouvoir exécutif exécute les décisions qu'il crée. Et le pouvoir législatif ne fait que légiférer. Donc il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. Au Sénégal, nous avions un mélange entre les deux. Parce que la caractéristique typique d'un régime parlementaire, c'est que c'est un régime dans lequel l'Assemblée nationale peut faire tomber le gouvernement lorsqu'il n'est pas satisfait de l'activité du Premier ministre. C'est-à-dire en déposant ce qu'on appelle une motion de censure. Le Premier ministre aussi, chaque fois qu'il amène un projet de loi à l'Assemblée et il voit qu'il y a une majorité qui est contre et qui fait des difficultés, le Premier ministre a la possibilité lui aussi de déposer ce qu'on appelle une motion de défiance. C'est-à-dire qu'il défie l'Assemblée pour qu'on lui renouvelle sa confiance ou pas. Si l'Assemblée nationale renouvelle sa confiance, il reste Premier ministre. Si l'Assemblée nationale refuse de renouveler sa confiance, il démissionne. Donc ça, c'est le propre du régime parlementaire. Et le régime présidentiel, qui est un contre-pouvoir dans le cadre d'un régime parlementaire, le régime présidentiel est un contre-pouvoir, le président de la République peut lui aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Lorsqu'il voit que les institutions ne fonctionnent pas, l'Assemblée, vu les querelles politiques qu'il y a à l'Assemblée, ça crée des blocages, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais après 2 ans d'existence. Voilà, après 2 ans d'existence. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons fait l'option, le président Macky Sall a fait l'option d'avoir un régime présidentiel. Donc, on ne parle plus de régime parlementaire. Oui. La conséquence, c'est que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'a plus de mainmise ni d'autorité sur le gouvernement. Le gouvernement répond directement du président de la République. Donc, ce qui quand même a beaucoup de conséquences. Hein, oui. Et quelles sont ces conséquences? Oui, parce que les conséquences, c'est déjà, nous n'avons plus des ministres qui sont obligés de répondre aux questions orales, aux questions écrites du gouvernement. Nous avons des ministres qui ne répondent... Vous n'avez plus de Premier ministre. Nous n'avons plus de déclaration de politique générale. Il n'y en a plus. Oui. Nous n'avons plus également des ministres qui peuvent faire l'objet d'enquêtes ou de poursuites de la part de l'Assemblée nationale. Donc même les commissions d'enquête parlementaire, toutes ces questions-là sont des mesures qui aujourd'hui n'ont quasiment pas d'effet. Oui, mais dans cette réforme, l'Assemblée peut continuer à écouter un ministre de la République, même un directeur général, hein, c'est écrit dans le texte. Mais allons, commentons les autres aspects. Par ailleurs, la volonté de reconsidérer le statut du député se traduit par la possibilité désormais offerte à celui-ci, nommé membre du gouvernement, de reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles. Sur le corpus constitutionnel, il s'agit de tirer la conséquence rédactionnelle de la suppression du poste de Premier ministre en modifiant tous les articles y relatifs. Donc c'est 22 articles. Mais sur ce point précis, un commentaire, un député qui a été nommé ministre, qui part dans le gouvernement, mais qui sort du gouvernement, qui revient à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas quelque part un peu... bon, je ne sais pas comment qualifier cela. Bon, en tout cas, c'est une pratique récurrente hein, en France. Oui, en France, oui. Ouais, c'est une pratique récurrente parce qu'on pense qu'effectivement, parce que ils ont un régime parlementaire. Le régime parlementaire, le Parlement, c'est le berceau même de l'action politique. Oui. Hein. Ce qui fait qu'un député peut être ministre, redevenir député, devenir président de commission, voilà, vice-versa. Donc, voilà, c'est tout à fait normal qu'un député qui a eu à avoir des responsabilités nationales, quand même puisse... au-delà après sa mission au service de l'État, puisse revenir et exercer ses fonctions de député. Il est quand même injuste qu'on lui prive son mandat électif, parce que c'est un mandat électif, hein, le fait d'être député. Qu'on lui prive son mandat électif du seul fait qu'il a bénéficié d'un décret de nomination. Donc c'est pour rétablir un peu le député élu du peuple
dans ses droits que ce texte-là, effectivement, a été proposé à l'Assemblée. Les membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par l'Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d'exécution. Est-ce que cela signifie qu'on a davantage, ça se faisait, on donnait un pouvoir à l'Assemblée nationale? Oui, c'est un pouvoir effectivement de contrôle, parce qu'à l'époque, le contrôle de l'Assemblée se limitait juste à ce qu'on appelait les lois de règlement. C'est-à-dire qu'une fois que le budget est voté, effectivement, l'Assemblée pouvait certifier les comptes de l'État, ce qu'on appelle les lois de règlement. Mais là, nous avons institué dans la Constitution une pratique aujourd'hui qui donne plus de pouvoir à l'Assemblée. Mais en réalité, comme nous sommes dans un régime présidentiel, cette disposition a très peu d'effet, puisqu'on vous dit que quelle que soit la faute commise par le ministre, quelle que soit la faute commise par le gouvernement, l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir d'action là-dessus. L'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir de dissolution, n'a pas de pouvoir de déposer une motion de censure. Donc, quel que soit son rapport, quel que soit les pouvoirs qui se neutralisent, l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, c'est une séparation stricte. Aujourd'hui, l'Assemblée n'a aucun pouvoir sur le pouvoir exécutif. Très bien. Vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Maître Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Parti Socialiste. Vous êtes également le maire de Ourossogui. Oui. Alors, Maître, le président Macky Sall aurait évoqué l'idée de reporter les élections législatives. Êtes-vous au courant de cette affaire? Bon, on a entendu effectivement quelques hommes politiques et que le président Macky Sall, que d'après la presse, il aurait fait suggérer le report de ces élections. Lors d'une rencontre avec les députés de la majorité. Effectivement. Oui. Donc, voilà, vous voulez savoir ce que ça m'inspire comme... Oui, on y arrivera. Voilà, okay. C'était d'abord... Oui, j'en ai entendu parler, relayé dans la presse, et puis j'ai écouté notre ami et frère maire de Guédiawaye, Aliou Sall, qui est président de l'AMS. Oui, question sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs. Alors, un éventuel report des locales, qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous savez, en tant que maire... En tant que maire, en tant que maire, nous sommes... si c'est pour préparer les échéances électorales futures, nous, en tout cas, et les personnes qui m'accompagnent au niveau de la commune de Ourossogui, nous sommes prêts même pour faire une élection, même demain. Donc maintenant, si le report... Parce que il y a plusieurs motifs qui sont quand même évoqués pour le report, d'après les informations que j'ai relayées dans la presse. D'abord, c'est pour essayer d'en profiter pour changer le statut du mode d'élection même du maire. Que le maire soit élu, connu d'avance de la population. C'est-à-dire que dès lors que la personne est tête de liste, que si sa liste passe à la majorité, c'est que le maire soit la personne qui est tête de liste. Et on ne peut pas faire cette réforme avant les locales parce qu'il y a la loi qui est là, on ne peut pas toucher quand même au texte. On ne peut pas toucher au code électoral. Oui, c'est ça que ça signifie. Donc, par conséquent, il faudrait reporter. Si on doit faire cette réforme, bien entendu. Voilà, si on doit faire cette réforme, et puis même d'autres réformes, parce que même la cohérence territoriale, parce qu'aujourd'hui, les plus grands problèmes de ce pays-là, c'est que les communes, il y a des communes qui sont étouffées, comme Ourossogui, comme Ross Béthio, comme Richard Toll, comme beaucoup de communes qui sont encerclées par des anciennes communautés rurales. Effectivement, il est quand même temps que effectivement le président de la République prenne ses responsabilités et que en faisant quoi? En faisant un réaménagement territorial, un redécoupage, effectivement, carrément, parce qu'il y a des communes quand même qui n'ont pas de ressources, n'ont pas de revenus, n'ont aucune stratégie même de développement de leur localité, et les communes ne peuvent pas développer leur localité. Donc il est important de faire des grands regroupements, essayer de voir dans chaque localité quelle est la ville influente, et puis voir essayer de faire de nouveaux découpages en tenant compte effectivement que des réalités économiques et de développement, et pas s'immiscer dans des questions peut-être d'ordre culturel ou des questions d'ordre politique et autres. Non, qu'on fasse un redécoupage uniquement basé sur l'efficacité économique. C'est ce que vous souhaitez pour Ourossogui. Ourossogui est concerné par ce mal découpage. Bien sûr, parce que Ourossogui c'est une commune qui est aujourd'hui étouffée. C'est une commune en pleine expansion. Tout l'aspect commercial de la région de Matam se fait à Ourossogui. C'est une ville cosmopolite économique. Donc nous sommes quand même étouffés par une communauté rurale, ça s'appelle la communauté rurale de la commune de Ogo, qui aujourd'hui ne regroupe que des villages. Aujourd'hui, nous avons besoin de terre, besoin d'espace
pour implanter des industries, implanter des activités, grandes activités commerciales. Donc, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas les terres. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intercommunalité pour que les communes travaillent ensemble, mais vous savez, dans ce pays-là, voilà, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités, voilà. Donc il appartient au président de la République, avec ses services administratifs qui connaissent très bien le pays. L'administration territoriale connaît très bien toutes les contraintes que dans ce pays, mais il faut avoir du le courage politique de poser ces actes-là, ces actes de redécouper, permettre à certaines communes de pouvoir s'agrandir et que avant même peut-être les locales. Comme ça, après, en fonction de cela, après, on organise des questions des élections. Qu'est-ce que je peux retenir? Maître Moussa Bocar Thiam est favorable à une éventuelle idée de report ou à un éventuel report des locales. Des locales, oui, si c'est basé sur des réformes. S'il y a des réformes qui sous-tendent le report. Si le report est justifié par des réformes, je suis tout à fait d'accord. Alors, il n'y a pas que cela, puisqu'un de vos collègues, le président de l'Association des maires du Sénégal, Alioune Sall, pour ne pas le nommer, estime que les maires doivent être élus au suffrage universel direct. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle idée? Je pense que c'est le fait que le maire soit élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que la personne tête de liste puisse être directement élue maire. Si tu penses que c'est une question qui est le fruit quand même d'une pratique ou de pratique. Et je pense que tous les hommes politiques, tous les hommes politiques au niveau local, que ce soit les de l'opposition comme de la majorité, sont favorables à cette mesure. Parce que nous avons vu plusieurs reprises dans beaucoup de communes, le dévoiement de la fonction de maire. Les gens font campagne pour quelqu'un, élisent quelqu'un de leur localité, et ils se retrouvent avec une fois que la personne est élue, ils arrivent au conseil municipal, et avec des manigances et des tactiques politiciennes, on se retrouve avec quelqu'un d'autre qui est élu maire, qui ne traduit pas la volonté de la population. Alors que la mairie, quand même, c'est la proximité. Détournement de confiance. Détournement de confiance, c'est une fraude à la conscience citoyenne. Et donc, je pense qu'effectivement, cette mesure-là, mais je ne vois même pas comment un homme politique peut s'opposer à cette mesure. Parce que quand on va... Oui, mais ce n'est pas quand même une nouvelle idée. Depuis longtemps, elle a été agitée depuis des régimes, jusque-là. Oui, mais je pense qu'il est temps. Les gens ne veulent pas passer à l'acte. Mais il faut qu'ils passent à l'acte. Parce qu'on a vu des communes dans lesquelles nous avons vu des maires avec juste 2-3 conseillers qui sont devenus maires. Parce que c'est par le biais de chantage. Parce que quand il y a deux camps bien déterminés, une personne peut être au milieu avec trois conseillers seulement et dire voilà, si je bascule ici à droite, c'est que camp-là gagne. Si je bascule à gauche, c'est l'autre camp gagne. Donc je préfère moi-même être maire. Les deux camps sont obligés de le suivre. Et c'est comme ça est arrivé dans plusieurs communes. Avec le marchandage politique. Le marchandage politique, la corruption, tout ça. Pour éviter tout cela. Et puis d'ailleurs, il faut être clair. Antoine Diouf voulait être maire, vous formez votre liste. Avec les gens qui croient à vos idées et votre vision, vous allez aux élections. Ça ne sert à rien d'aller faire une combinaison avec Maître Moussa Bocar Thiam, tout en sachant très bien que nous n'avons aucune vision commune, nous n'avons aucune stratégie commune. Mieux vaut présenter votre programme et votre vision. La population tranche, si vous êtes 2 ou 3 ou 4, avec parrainage et tout ça, il y a ces questions-là aussi. Parrainage, caution, tout ça. Donc on a une tendance à une rationalisation justement des candidatures. Et raison de plus pour que le candidat soit identifié très tôt, avant même. Parce qu'imaginons qu'on aille à l'élection présidentielle, par exemple, avec une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, avec une liste de 20 personnes, on ne sait même pas qui on va élire président. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que quand même l'élection traduise la volonté de la population. Maître, il y a beaucoup de problèmes dans la gouvernance locale, l'acte 3 de la décentralisation, c'est vrai. Quelque part, il y a de bonnes choses, mais quand même, il y a des lacunes. Est-ce que vous auriez souhaité qu'avant les prochaines locales, qu'on règle tout cela? Bon, je ne sais pas si on aura le temps nécessaire de régler tous ces problèmes-là avant. Oui, mais quand même, il y a un minimum à régler. Mais il y a un minimum à régler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire 90% des communes de ce pays-là ne peuvent pas permettre le développement de leur localité. Je dis bien 90% des communes du Sénégal ne permettent pas le développement
locales de ces circonscriptions. Oui. Dans beaucoup de communes, c'est l'État qui intervient. Dans beaucoup de communes, c'est l'État qui intervient. Mais d'autres aussi trouvent des alchimies, effectivement, des coopération décentralisée. Des stratégies. Si vous voyez, il y a une époque où il y a ce qu'on appelle les cantinisations de nos communes, de nos voies publiques. C'est lié au fait que les communes sont à la recherche de moyens. Donc, si on veut réussir la décentralisation dans ce pays, il faut que l'État y mette la volonté financière. Ça, on a beau clamer à tort et travers que c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas faire un transfert de compétences sans accompagner ce transfert-là de moyens. C'est quand même ce qui pose problème. Aujourd'hui, les populations sont en attente, effectivement, beaucoup d'écoles locales. Et donc, vous voyez dans chaque campagne électorale, vous avez des maires, des candidats qui viennent proposer moins et merveilles. Mais à la dure réalité de la fiscalité, à la dure réalité du rapport entre le maire et le trésor public, parce que vous savez que les maires n'ont pas de compte bancaire. Vous savez que tout dépend du trésor. Vous pouvez avoir vos fonds dans les comptes du trésor, vouloir les engager, les payer, les faire payer, et vous n'y arrivez pas. Au motif que le trésor, voilà, pour X raisons, voilà, nous avons quelques lenteurs, quelques procédures. Là aussi, voilà, le président Macky Sall a été maire. Il est victime de ça. Il sait très bien de quoi nous parlons. Et donc, ça, c'est des blocages. Alors que pendant ce temps, la population attend. Il y a des travaux qu'il faut faire en urgence. Vous êtes là, attendre au bon vouloir d'un trésorier payeur, voilà, qui, lui, a pris d'autres impératifs de rationalisation financière par rapport au budget, par rapport au paiement des salaires des fonctionnaires, par rapport à autre chose. Et donc, la commune n'est pas sa priorité. Vous voyez? Donc, on se retrouve avec de grosses difficultés. Et pendant ce temps, les travailleurs réclament l'application de la fonction publique locale. Mais ce n'est pas possible. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Parce que tout tourne autour de questions de moyens. Tout est question de moyens. Mais alors, iriez-vous jusqu'à épouser l'idée d'un candidat à la dernière élection présidentielle qui disait qu'il faut doter les collectivités locales annuellement d'1 milliard de francs CFA? Bon, je ne dirais pas annuellement. L'idée est bonne, hein, le fait de doter. Parce que vous demandez à l'État de donner des moyens. Oui. Vous voyez un pays comme le Maroc. J'ai posé cette question. Effectivement, un pays comme le Maroc. Vous savez que la TVA au Maroc, par exemple, est redistribuée aux communes. Aux communes. 40% de la TVA est redistribuée aux communes. C'est ce qu'il faut faire au Sénégal. C'est ce qu'il faut faire au Sénégal. Ce qui permettra, parce qu'au Sénégal, il n'y a aucune commune qui peut vous faire 500 mètres de route. Aucune. Aucune commune peut vous faire 500 mètres de route. Les communes qui peuvent vous faire des lampadaires sur les routes nationales, là, les lampadaires sur les routes nationales, on les compte. Il n'y a pas plus de 5 ou 6 dans le pays. Vous imaginez? Les gens pensent que les communes peuvent faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible. Alors qu'au Maroc, là, vous avez des communes qui font des aménagements. Vous faites quelques grandes villes du Maroc, vous allez voir, c'est bien aménagé, fleuri et tout ça, parce que les communes ont les moyens, l'État a redistribué les moyens. Encore quelque chose de plus aberrant. Peut-être une commune qui, dans une zone où il y a des ressources naturelles, comme par exemple les phosphates de Matam et autres. Mais toutes les communes sont traversées par ces projets, par des camions qui passent de tous les jours, des dizaines de camions par jour, pendant des années en plus. Des dizaines de camions par jour et pendant des années. Aucune retombée pour les communes traversées. Aucune. C'est l'État qui engloutit tout à travers le ministère de l'Industrie et des Mines qui prend toutes les... Mais quand même, cette question est prise en compte dans les dernières réformes initiées par le président Macky Sall, que les localités puissent bénéficier des ressources de leur... Parce que la dernière fois, moi, j'étais à Mboro. Oui. À Mboro, parce que bon, j'y allais pour la première fois. Et j'ai vu ICS, tout ça. Mais quand j'ai vu la ville de la commune de Mboro, comment elle est aménagée, comment elle est, mais une commune vraiment ordinaire. Alors qu'il y a des milliards et des milliards qui ont... Les ICS qui étaient d'ailleurs le fleuron de l'économie sénégalaise il y a quelques années. On se pose des problèmes. Je me suis dit, mais il y a des problèmes. Parce que comment une société aussi importante, une société internationale, parce que c'est une société quand même qui a une assise financière, un fleuron de l'industrie chimique sénégalaise. Mais on voit à côté une commune comme la commune de Mboro qui n'a absolument rien, qui est démunie. Non, mais ça, c'est aberrant. Et la faute n'est pas forcément à la société, la faute est seulement à l'État. C'est quoi la situation de Ourossogui, votre commune? La commune que vous dirigez, qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas?
Ah oui, voilà, ça prend plus d'une heure au moins. Pour, si vous deviez en parler, si vous devez... rapidement. Bon, oui, vous savez, je sais que vous n'allez pas vous faire hariki. On ne se plante pas en couteau debout. Donc voilà, non, vous savez... Les populations de Ourossogui vous écoutent quand même. Vous savez, nous avons reçu une commune en 2014. Nous avons été élus parce que la population a senti effectivement qu'il fallait une rupture par rapport à tout ce qu'il faisait. C'était d'abord comment vous savez, nous avions une commune qui faisait l'une des communes les plus sombres du Sénégal. Donc le premier grand chantier qu'il fallait attaquer, c'était l'éclairage public. Parce que Ourossogui, comme je vous dis, c'est une ville carrefour qui exige effectivement, qui a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui viennent de partout, ville frontalière, tout ça. Donc le Mali est à côté, la Mauritanie est à côté. Donc voilà, il faut régler le problème de la sécurité. Sécurité dit d'abord éclairage public. Et donc vous voyez aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus éclairées de ce pays. Et donc je crois que c'est l'un des rares maires que peut dire fièrement, que je l'ai dit devant le président de la République le 9 mars 2017, que je suis l'un des rares maires à avoir quand même sur fonds propres mis des lampadaires sur ma route nationale, sur 3 km, seul. Ça sur des fonds propres. Je n'ai pas attendu l'État pour le faire. Alors toutes les communes que vous voyez au Sénégal, à part la ville de Dakar, s'il y a vous voyez des lampadaires sur la route nationale, c'est l'État. Je peux dire Ourossogui, je peux arborer fièrement mes lampadaires à dire que ça, c'est la mairie de Ourossogui qui a fait ça sur ses fonds propres. Parce que, effectivement, nous avons la chance d'avoir effectivement des marchés, quelques revenus extra-étatiques qui permettent de gérer cela. Bon, en dehors de ça, on peut rajouter également, bon, nous avons trouvé des écoles élémentaires et tout ça délabrées. Hein. Vraiment, c'était le choc lorsqu'on a visité quelques écoles. Mais nous avons fait un plan chaque année. Dans les écoles, il n'y avait même pas de clôture. Il n'y avait pas de clôture dans beaucoup d'écoles. Des écoles 3, écoles 2. Vous avez réglé tout ça. On a réglé ces problèmes. Mais les problèmes restent entiers aussi. Hein. Je ne veux pas dire que tout est réglé. Oui, tout ne peut pas être réglé, même à Dakar. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, problème d'éclairage, même l'insalubrité. Effectivement. Problème crucial justement avec l'encombrement dans nos villes. Oui, la question est d'actualité. Ah oui, au Sénégal, nous avons un pays sale. Oui. Ça, c'est la réalité. Oui. Comment faire face à la situation? Le préfet d'ailleurs annonce bientôt des opérations de désencombrement de la capitale. Comment rendre nos villes moins encombrées? Vous savez déjà, il ne faut pas que l'on fasse des effets d'annonce. Et il ne faut pas aussi que l'on se précipite. Nous avons un pays dans lequel nos villes sont encombrées depuis une trentaine, quarantaine d'années. Si vous voyez les photos de Dakar, si vous venez à mon bureau, je vais vous montrer quelques photos de Dakar en 1956, 1960. Vous avez vu, c'était une ville aérée. C'est une ville aérée. C'était propre. Hein, je vous montrerai les photos. Avec moins de population. Moins de population, oui, mais vraiment normal, propre. Hein. Mais vraiment propre. Oui. Propre comparé à aujourd'hui. Mais maintenant, bon, il y a eu un laisser-aller, une responsabilité collective des autorités municipales et des autorités étatiques depuis presque 40 ans. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Parce que vous voyez, quand vous faites des routes nationales, vous allez traverser plusieurs villes. Toutes les communes se ressemblent. Dans chaque commune que vous rentrez, vous allez voir des menuisiers, des ouvriers, des mécaniciens, des sachets en plastique, des vendeurs de trucs, des cantines, des temps d'immondices dans toutes les communes. Vous allez à Louga, vous allez dans toutes les localités que vous traversez. Vraiment, vous êtes choqués par ça. On est même plus choqués parce qu'on est tous habitués. Et donc, justement, c'est ça le danger. Quand on est habitué, on pense que c'est normal. Voilà, parce qu'il y a certains maires comme nous, moi, à plusieurs reprises à Ourossogui, j'ai fait des déguerpissements. Parce que les gens aussi, voilà, ils veulent venir occuper la voie publique, ne pas payer de taxes, voilà, un peu la facilité. Peut-être qu'on va toujours nous dire que ouais, c'est des gens, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, il faut qu'ils travaillent et tout ça. Mais on peut travailler, mais quand même dans la discipline. Vous faites des déguerpissements, mais à l'approche des élections locales, bon, vous laissez faire. Histoire d'avoir un électorat vous savez, c'est négatif. Ça aussi, vous savez que on peut vous le reprocher. Effectivement, déguerpir, c'est négatif. C'est négatif, c'est une image négative du maire. Parce que les gens pensent qu'effectivement, que le maire, en prenant ces mesures-là, est en train de priver de bons pères de famille de leur pain. Donc c'est comme ça que les populations le perçoivent. Et donc, c'est là où l'État doit intervenir. Intervenir et expliquer, sensibiliser. Maintenant, les gens, ils comprennent. Oui. Ils comprennent tous les Sénégalais comprennent très bien que nous avons nos villes sales. Parce qu'il y a des gens que vous voyez ici qui vont à l'étranger, ils reviennent, ils disent ah ouais, j'étais en France, c'était très propre, j'étais en Turquie, c'était très propre, j'étais en Chine, c'était bien organisé. Tous les Sénégalais savent que nous avons un pays dans lequel il y a beaucoup de désordre. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, il faut prendre des mesures draconiennes. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut que d'abord on revient à la question des moyens.
parce que chaque commune doit être dotée d'un dispositif de moyens pour qu'effectivement, même quand on déguerpira certains gens de la voie publique, que ces personnes puissent être recasées ailleurs. Parce que moi je me demande pourquoi on n'a pas jusqu'à présent dans nos communes, mais des zones mécaniques, des zones de mécaniciens, des zones dédiées complètement à tous les problèmes de réparation mécanique, dédiées à l'arrière d'une commune ou bien à côté d'une commune. C'est pas obligé que les mécaniciens soient sur la route nationale en face de chez vous pour être visibles. Vous voyez, à côté, il y a même des charrettes. Les charrettes. Vous avez l'impression que vous êtes dans une zone rurale. Oui, j'ai écouté un professeur, je sais pas, à Kermassar, un professeur d'école primaire. Il racontait à la télé, il disait effectivement, il apprenait ses élèves, c'est quoi la différence entre les animaux, les villes et les villages. Il disait que il s'est rendu compte que à Dakar, il y a plus de charrettes et d'animaux qui tractent des charrues et autres que dans les villages. Donc, il n'y a plus d'éléments de comparaison entre nos villes et nos villages. Mais tout cela est symptomatique d'une situation du monde rural. De la précarité de l'emploi. Oui, entre autres. L'exode rural, les gens sont obligés de se concentrer dans les villes pour quand même trouver de l'emploi. Et là, je pense que le chantier du président Macky Sall, après ces réformes constitutionnelles et autres, son chantier devrait être l'emploi des jeunes. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'on ait des industries fortes, à forte main-d'œuvre, sans qu'on ait des industries de travaux publics, de grands chantiers. C'est important parce que les chantiers, c'est un bon levier pour avoir des emplois, pour absorber des emplois. L'agriculture, pour absorber des emplois. Le chantier du président Macky Sall, dans son mandat, son quinquennat à venir, s'il arrive au moins à régler, je sais qu'il ne réglera pas définitivement le problème de l'emploi. Parce que même dans il a promis 1 million en tout cas. Oui, il a promis, mais je sais qu'il ne pourra pas régler définitivement le problème de l'emploi au Sénégal. C'est impossible. Parce que c'est un but, c'est un idéal, c'est comme on dit une asymptote, comme on dit en français, en mathématiques. C'est une tendance que le président de la République peut essayer d'atteindre, parce que depuis 1960, la campagne présidentielle entre Senghor et à l'époque, le maître mot, c'était l'emploi. Donc toutes les élections qui sont passées, on a toujours parlé d'emploi. Abdoulaye Wade proposait combien d'emplois? Quand moi, à mon ligué, les gens soulevaient leurs mains et tout ça à l'époque. Pourtant, il n'a pas réglé après 12 ans de pouvoir. Donc, l'emploi est un fléau, parce qu'aujourd'hui, vous savez, un enfant qui est né en 2000, aujourd'hui, il a 19 ans. Il est dans le marché de l'emploi. En 2000, aujourd'hui, il est déjà dans le marché de l'emploi. Quelqu'un qui est né en 2000. Alors, combien de millions de Sénégalais sont nés avant 2000, qui sont en âge de devoir travailler et qui ne travaillent pas? Là, vous touchez un problème du doigt. L'anticipation. Effectivement. Non, là, nous sommes déjà dans la réparation. Oui. Là, nous avons un gros problème. Mais vous êtes parti d'un problème réel. 2000, quand Abdoulaye Wade disait qu'il n'a pas d'emploi, il y avait beaucoup de jeunes qui levaient la main. Aujourd'hui, 2019, ils sont sur le marché de l'emploi. Oui. Eh bien, ça implique quand même quelque part la non-prévision de nos États. Effectivement, bon, ça peut être des difficultés. Oui. Parce que Macron l'avait dit, que le problème de l'Afrique, c'est sa population. Parce qu'il voyait à peu près que le nombre de jeunes qui tombaient dans le marché de l'emploi par année, et que déjà ce qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à l'absorber. En plus de ça, chaque année, on a plus de 100 000 jeunes qui ont le bac, qui tombent dans le marché de l'emploi. Mais vous imaginez, c'est quand même un chantier énorme. Donc c'est pourquoi je voulais que le président Macky Sall se concentre uniquement, parce qu'il a quand même construit ce pays-là. Ce qu'il a fait en 7 ans, vraiment, il n'a plus besoin de continuer également à faire de très grands projets, à moins que ces projets-là puissent être source d'emploi pour le pays. Il doit se concentrer essentiellement, pour moi, en 5 ans à venir, sur régler le problème de l'emploi. Très bien. Absorber l'emploi actuel et faire de la prévision pour les générations futures. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit Maître Moussa Bokar Thiam, porte-parole adjoint du Parti Socialiste. Il est le maire de Ourossogui. Alors, le président de la République a annoncé des mesures relatives à la rationalisation des dépenses de l'État, eau, électricité, téléphone, usage des véhicules de l'administration. Que dire des mesures annoncées lors du dernier Conseil des ministres? Je pense que le président Macky Sall, il a l'occasion, dans son quinquennat, de vraiment régler beaucoup de problèmes simples à régler et peut-être politiquement difficiles.
Aujourd'hui, il n'a plus de contraintes politiques, vu que... Donc, ce n'est plus difficile, alors. Oui. Moi, je veux dire, c'est des questions qui sont politiquement difficiles. Ce n'est plus difficile pour lui. Aujourd'hui, il a les mains libres de pouvoir vraiment nous aider, nous les Sénégalais, nous aider à prendre, à régler beaucoup de problèmes qui sont faciles à régler techniquement, mais peut-être moralement ou politiquement difficiles. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que l'on continue à alimenter le train de vie de l'administration. Si le président Macky Sall peut aujourd'hui faire des réductions budgétaires par rapport à ces questions-là, eau, surtout ces détails-là, eau, électricité, parce qu'ils sont quand même plus souvent, ils sont souvent bien payés quand même pour pouvoir gérer leur téléphone, bien payés pour pouvoir gérer leur électricité. Et puis d'ailleurs faire des économies dans les charges de l'administration. Pourquoi devoir? Parce que c'est l'administration, parce que nous avons des problèmes avec le rapport dans nos rapports avec la chose publique. Nous pensons que dès lors qu'il s'agit de la chose publique, psychologiquement, en tant que Sénégalais, c'est de gaspillage. Et ça n'appartient à personne. Ça n'appartient à personne. Donc, on oublie que ça nous appartient. Parce que les Sénégalais ne payent pas d'impôts. Voilà, les gens n'ont pas cette tradition de payer des impôts. Vous voyez, en Europe, les gens, la chose publique, elle est sacrée. Parce que les gens sont conscients que la chose publique, c'est une dépense qui vient de leur propre poche. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas que vous êtes en train de participer à l'édification de la chose publique? Vos rapports changent. Vous voyez, la dernière fois que j'écoutais souvent un de vos confrères qui disait qu'il avait vu un véhicule qui avait heurté une balise sur l'autoroute, et il disait que lorsque les gens sont arrivés à son secours, il se soucie plus du véhicule que des balises publiques qui sont sur l'autoroute. Vous imaginez? Donc les gens n'ont pas cette conscience. Alors qu'en Europe, si vous frappez votre véhicule sur un arbre et que l'arbre tombe, vous allez payer. Vous payez l'arbre. Vous payez. Donc c'est pour vous dire, ici, vous voyez des poteaux. Les mairies font beaucoup de frais. Il faut beaucoup de conscientisation. Beaucoup de conscientisation. C'est ce qu'il faut faire quoi? Un large chantier. Un vaste chantier. Mais si vous avez un rôle à jouer, la presse. Tout à fait. La presse. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir une presse éducative qui nous permet quand même de poser le vrai débat, de poser les débats par rapport aux populations. Parce que les Warsahalat, de donner ça un point de vue, en tout cas, dans des radios et tout ça. Ça, c'est important qu'on pose comme débat, effectivement, la question de la citoyenneté. Et le président Macky Sall en a parlé le 3 avril. C'est pas rien. C'est la première fois dans tous les discours de chefs d'État depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui que le président de la République consacre 12 minutes à la citoyenneté. Ça, cela veut dire qu'effectivement, d'après son parcours, il constate que nous avons de graves difficultés avec la citoyenneté. Et donc, ce travail-là, c'est un travail que le président Macky Sall, lui seul, ne peut pas faire. Il faut nous, les maires, vous, les journalistes, que les chefs religieux, que tout le monde s'y mette. Et décide de s'y mettre et ait le courage de s'y mettre. L'affaire de tous. L'affaire de tous. Et il faut qu'on ait aussi le courage. Parce que tout est question de courage aussi. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut. Avec un peu de courage, beaucoup de courage, pas un peu, avec beaucoup de courage, je pense qu'on y arrivera. Peut-être que le président Macky Sall, d'ici 2024, il ne réglera pas toutes les questions, notamment même sur la citoyenneté. Mais il a l'obligation, vraiment il a l'obligation de poser les jalons pour que demain, son successeur puisse lui, tranquillement, puisse poursuivre cette action. Peut-être au bout de 10 ans, 20 ans ou de 30 ans, qu'on aura un autre Sénégal, et que nos arrière-petits-fils seront même choqués de voir les photos de Dakar d'aujourd'hui, les photos du Sénégal d'aujourd'hui. Comme moi, j'ai le plaisir de voir des photos du Sénégal en 1950, 50, 57. Il faut que mes petits-enfants, demain, soient quand même choqués de voir des sachets plastiques partout dans les rues, des charrettes partout, des ouvriers qui travaillent sur la voie publique. Donc ça, c'est un idéal. Très bien. Maître Moussa Bokar Thiam, parlons des questions socialo-socialistes. Il y a eu quelque temps, votre instance, je pense que c'était le bureau politique, qui avait tendu la main à certains de vos camarades. Où en êtes-vous avec les retrouvailles, si je peux les appeler ainsi? Bon, vous savez, pour l'instant... Entre socialistes, quelles sont les démarches qui sont en train d'être faites?
J'ignore les démarches qui sont en train d'être faites, j'ignore complètement. Vous êtes quand même le porte-parole. Oui. Il y a des choses que vous connaissez. Oui, il y a des choses que je connais. Selon des informations, il y a même des démarches. J'ignore parce que effectivement, le secrétaire général, comme vous le savez, n'est pas hors du pays. Et donc, nous n'avons pas encore fait le point de la situation notamment... avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place, la place du Parti socialiste dans ce gouvernement, la place... 2 ministres, c'est suffisant? C'est insuffisant. C'est insuffisant, à vrai dire, c'est insuffisant. Parce que moi, en fait, j'ai pas la langue de bois, en fait. Je dis ce que je pense et comme je le pense. Maintenant, le parti n'a pas encore statué. Vous auriez souhaité avoir combien, à votre avis? Le PS devrait avoir au minimum 4 ministres. Au minimum. Et c'est tout à fait objectif et c'est pas très prétentieux de la part d'un parti comme le Parti socialiste. Mais maintenant, ce qui est fait. Pourquoi ça a été fait comme ça? Peut-être que ça devrait être fait comme ça, parce que c'est comme ça. Donc, nous n'avons pas pour l'instant d'explication. Et donc, là... Parmi les alliés, en tout cas, vous êtes les mieux servis. Bon, nous avions... Le PIT, un ministre, disons pas la LD, l'AFP, un ministre. Mais le Parti socialiste avait 3 ministres en 2012. Oui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 2 ministres. Donc, il y a une régression de ce point de vue-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres... Qui peut être dû à quoi, d'après vous? Je ne sais pas. Moi, j'ignore pourquoi le parti est resté dans un statu quo, ou bien a eu moins de ministres. Et d'autant plus qu'effectivement, il y a des débats qui se posent aujourd'hui dans le parti, parce qu'un parti aussi, c'est dynamique. Il faut que les gens commencent à effectivement discuter à l'intérieur du parti de son fonctionnement, des tares du parti, parce que je pense que le problème du Parti socialiste, c'est sa structuration, qui fait que c'est un parti quand même très conservateur. Vous n'avez pas la langue de bois. Bon, oui. Dites-nous alors, est-ce que Macky Sall, sincèrement, dans votre fort intérieur, a encore besoin de certains alliés comme oui, l'AFP, bien sûr. Ne serait-ce que pour la paix sociale, le président Macky Sall a bel et bien besoin de ses alliés. Parce que ça ne sert à rien de se départir d'alliés. Oui, la paix sociale, mais dans les faits. Parce que nous sommes en politique. Oui. Si vous voulez avoir une gestion paisible, vous évitez d'ouvrir des fronts un peu partout. Et ça fait, c'est pas pure stratégie politique, ça fait normal que le président Macky Sall continue avec les alliés qui le souhaitent à gérer ce pays. D'autant plus que effectivement leur part des responsabilités n'est pas si importante que ça. Donc voilà, oui. Mais quand même aujourd'hui dans le Parti socialiste, je l'avoue, il y a de véritables difficultés en interne. Peut-être que dans les jours à venir, vous aurez des informations. Oui, dites-nous. Mais pour revenir justement à ces fameuses retrouvailles, est-ce qu'on peut, disons, envisager de revoir Khalifa Sall revenir au Parti socialiste, même si certains disent, il n'a jamais quitté le Parti socialiste. Je parle certains de ses proches, bien entendu. Oui, vous savez que c'est une situation quand même compliquée pour notre camarade Khalifa Sall, parce que, déjà, j'écoutais même un de vos camarades, de votre confrère, Yérim Seck, disait que Khalifa Sall n'avait plus d'avenir politique. Bon, vous savez, parce que de toute façon, il est condamné, donc il faut qu'il se départisse d'abord de cela. Parce que la vie d'un homme politique, est inconcevable en dehors d'une liberté de postuler, d'une liberté de participer aux élections. Si vous êtes un homme politique, vous participez à aucune élection, là, votre carrière politique, malheureusement, elle est compromise. Et donc, le cas de Khalifa Sall, c'est un cas très sérieux. Et donc, il faut d'abord qu'il essaie de régler cette question d'amnistie. Et même pas de grâce, mais surtout d'amnistie. Oui. Parce que c'est un préalable pour lui, pour qu'il puisse avoir un avenir politique. À défaut, je pense que j'ai bien peur qu'il soit dépassé par les hommes politiques du moment. Des nouvelles d'Ousmane Tanor Dieng? Vous pouvez nous en donner? Je n'ai pas de nouvelles à titre personnel directement, mais je pense effectivement qu'il se porte mieux et qu'effectivement il va bientôt nous revenir aussi au Sénégal. On termine avec Ourossogui, votre commune. Beaucoup de contestations à un moment donné. Ouais, c'est normal parce que effectivement j'ai gagné cette commune en étant l'un des plus jeunes maires du Sénégal, en étant l'un des plus jeunes maires de l'histoire de la commune de Ourossogui. Et en étant aussi dans une zone où l'APR quand même est majoritaire dans la région, étant le seul maire socialiste sur 27 maires,
Et donc l'effet surprise et l'effet peut-être qui a choqué peut-être mes adversaires politiques qui m'ont pas vu venir parce qu'ils ont toujours estimé que le Parti socialiste n'a pas de pouvoir, n'a pas de poids et que un jeune, en plus fort raison, un jeune issu du Parti socialiste qui n'a jamais eu une responsabilité étatique, il n'était pas à craindre. Donc, mais finalement, la population de Ourossogui a montré qu'effectivement que son choix est porté sur ma personne et que j'ai eu à gagner. Donc toutes les contestations que vous voyez, c'est normal, hein? C'est normal dans le conseil municipal, comme dans certains actes qu'on pose au niveau de la commune. C'est toujours des gens qui on était sur le terrain politique, ils étaient des adversaires naturellement. Donc voilà. Et donc moi je fais toute la différence entre le Benno Bokk Yakaar au niveau national et le niveau local. Local, c'est la compétition, c'est tout à fait normal qu'effectivement qu'on puisse compétir. Mais au niveau national, qu'on garde toujours le Benno Bokk Yakaar, qui est quand même une chance pour le Sénégal. Et nous avons pu démontrer avec tous les Sénégalais que le président Macky Sall mérite effectivement d'être confié ce pays-là, avec 58% quand même. Et donc nous sommes quand même à 90%. Donc ça veut dire que nous sommes dans une zone où on est en phase avec le président Macky Sall. Très bien. Maître Moussa Bokar Thiam, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans Espace Politique. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Pierre Dien, de l'autre côté de la caméra, Célé Diallo. Merci à toutes et à tous. Excellente suite des programmes sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Vous pourrez suivre cela également sur ITV. Merci. La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.2.